Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes le ministre de l'Intérieur, un ministre à Beauvau qui fait face à son premier mouvement depuis votre prise de fonction avec une colère agricole, monsieur le ministre, qui s'intensifie et se durcit. Des centrales d'achat de la grande distribution occupées, les entrées du port commercial de Bordeaux en ce moment entravées, une promesse de paralysie et même de chaos de la part de certains à la coordination rurale. Vous aviez prévenu, Bruno Retailleau, qu'il y aurait une tolérance zéro en cas de blocage durable. Le blocage s'installe. Est-ce que vous maintenez ce matin votre position ? Bien sûr que je la maintiens. Je veux dire qu'aux agriculteurs, que je connais bien, je suis un enfant de la ruralité, je vis dans la ferme que mon grand-père avait achetée avant la guerre et mes amis sont beaucoup d'agriculteurs. Je connais leurs problèmes et je veux leur dire que leur cause, la cause de la colère, elle est parfaitement justifiée. On les a enfermés dans une incompatibilité terrible. On a laissé entrer sur le territoire des produits qu'on interdit de cultiver en France avec des molécules interdites. C'est-à-dire on suradministre, on bureaucratise, on leur met de plus de contraintes en France et en même temps, on laisse passer des produits du monde entier. Et ça, c'est pas supportable. Donc, colère légitime. Bien sûr. Par contre, je suis ministre de l'Intérieur. Et donc ? Ma ligne, c'est l'ordre républicain. Je peux pas faire deux poids, deux mesures. Parce que si j'autorisais une profession à casser, à bloquer, à faire des atteintes aux personnes, alors ça ne tiendrait plus. Et je l'ai dit, d'ailleurs, vous avez pu observer qu'ils l'ont fait volontairement au boulot. La porte d'entrée, si j'ose dire, de sortie Espagne et France a été libérée. Il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas d'enquistement au moment où je vous parle. Et à chaque fois qu'il y aura un blocage qui sera durable, on sera amené à débloquer pour les Français. C'est-à-dire, comment débloquer très concrètement tolérance zéro, Bruno Retailleau ? Est-ce que ça veut dire que vous pourriez être amené à mobiliser des forces de l'ordre face à un mouvement, mais vous l'avez dit vous-même, populaire dans l'opinion, face à des paysans qui veulent vivre dignement de leur travail et face à la France qui se lève tôt ? Écoutez, les instructions que j'ai données encore au préfet de zone que j'ai réuni hier après-midi, elles ont été claires. J'aurais dit qu'ils avaient parfaitement le droit de manifester. Bien. En revanche, qu'il y avait des lignes rouges, pas d'atteinte aux biens ou personnes, pas d'enquistement. Quand je vois que sans doute un membre de la coordination rurale a brûlé, a enflammé dans une direction du territoire, la DTTM à Mont-de-Marsan, alors qu'il y avait du personnel à l'intérieur, ça n'est pas acceptable. J'ai demandé au préfet, la préfète l'a fait, que systématiquement, quand il y a ce genre d'action, eh bien, il y ait un signalement à la justice pour que les fautifs soient poursuivis. Donc, encore une fois, la cause est juste. La manifestation, le droit de manifester est constitutionnel, mais il y a des limites. Et les limites pour les agriculteurs sont les mêmes limites que pour l'ensemble de nos concitoyens. Je vous pose la question, ce n'avait pas été le cas par rapport à l'ancien ministre de l'Intérieur il y avait une forme de géométrie variable, une compréhension différente par rapport aux agriculteurs et d'autres mouvements. Mais je ne suis pas ministre de l'Intérieur à mi-temps. Je veux dire que quand on veut rétablir l'ordre républicain, on doit l'imposer avec des règles qui sont justes, une juste fermeté, voilà, c'est tout. Et j'observe d'ailleurs qu'un grand syndicat agricole, je le vois bien, est responsable, mesure ses actions. Et de la FNSEA. Et j'avais rencontré d'ailleurs la semaine dernière son président Arnaud Rousseau pour donner les limites, évidemment. Au sujet de l'immigration à présent, Bruno Retailleau, les derniers chiffres révélés par le JD News montrent une fermeté qui porte déjà ses fruits. Augmentation des expulsions de 586%, les éloignements augmentent aussi de près de 44%, les refus de délivrance de titres pour motif de trouble à l'ordre public augmentent de 14%. Ce sont des chiffres de comparaison, je le précise, entre fin septembre 2023 et fin septembre 2024, lors de votre arrivée à Beauvau. Alors, ça va dans le sens de la fermeté, il peut y avoir aussi l'héritage de l'ancien ministre. Malgré tout, est-ce que c'est le signe qu'il y a une clarté dans les directives données au préfet ? La clarté, je pense que c'est le début de l'action politique. Il y a eu le texte sur l'immigration qui a été très contesté, vous vous souvenez, et je pense que ce texte nous a donné beaucoup d'outils. Il faut aller plus loin. Moi, j'ai donné des consignes très précises au préfet. J'ai déjà fait une circulaire de pilotage. Je leur ai dit que mon objectif était de faire reculer, bien entendu, l'immigration. On lutte contre l'immigration irrégulière et il faut donner des titres de séjour au compte-gouttes. Voilà, je pense que c'est une demande des Français. L'an dernier, vous vous rendez compte,
on a accueilli, tout compris, immigration régulière et irrégulière, à peu près la population de la ville de Lyon. Plus d'un demi-million d'étrangers sur le sol français. Vous savez, aujourd'hui, nos compatriotes, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ont la même demande. La demande, c'est d'être ferme, de reprendre le contrôle d'un mouvement migratoire qui nous a largement échappé et qui crée du désordre en France. Alors ces bons chiffres, en tout cas ces premiers chiffres dans le vert, ne doivent pas masquer aussi ce qui manque, ce qui pêche, ce sont les OQTF. Est-ce que vous pouvez nous affirmer ce matin, Monsieur le Ministre, que vous arriverez à obtenir la révision de la fameuse directive de retour européenne, justement ? C'était ma priorité. J'ai un plan pour l'immigration qui est un plan qui est très articulé, une défense de l'avant à l'international pour empêcher des flux de venir. C'est pour ça que nous multiplions des accords bilatéraux. Par exemple, il y a quelques jours avec le Kazakhstan pour éloigner évidemment des Afghans, par exemple. Ensuite, l'Europe. On a une directive retour, vous l'avez souligné. Elle est mal nommée. C'est une directive anti-retour. Elle nous empêche les éloignements des étrangers. J'en ai fait ma priorité. Je peux vous l'annoncer aujourd'hui au dernier Conseil des ministres de l'Intérieur, les 27 ministres de l'Intérieur européens. J'ai mis le dossier sur la table et à la quasi-unanimité, nous l'avons décidé. Et donc ce sera sous la présidence polonaise. La Pologne prend la présidence de l'Union à partir du mois de janvier prochain. Ce sera vraiment la priorité des priorités et nous obtiendrons la modification de cette directive retour pour rendre beaucoup plus facile les éloignements. Ce sera une grande victoire qui va nous permettre de reprendre cet outil juridique en main qui est essentiel pour les éloignements. Encore faut-il qu'il y ait les laissez-passer consulaires de l'autre côté. Oui, mais justement... C'est toujours le même sujet. Oui, mais avec les accords bilatéraux, par exemple, il suffira de montrer que quelqu'un a transité ou a séjourné dans un pays, même si ce n'est pas son pays d'origine, et nous pourrons le renvoyer. Je viens d'organiser dans les dernières semaines, d'ailleurs, 2 vols groupés qu'on appelait charter avant, Géorgie, et puis avec des Albanais. Et je pense que cette politique, je la poursuivrai. Sur la scène européenne et sur la scène nationale, bien sûr, il y a une perspective de nouvelle loi immigration. Mais d'abord, parlons, Bruno Retailleau, de la précédente. Sur le site de l'Assemblée nationale, et j'invite nos téléspectateurs et auditeurs à y aller, on découvre que seuls 27% des décrets de la loi immigration ont été promulgués. En clair, un tiers de la loi immigration seulement est en application. On entend ce matin votre discours volontariste. Qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier et accélérer les choses à ce niveau-là ? Vous avez raison, ces chiffres, lors de mon arrivée, je les ai découverts. Et beaucoup de décrets n'ont pas été publiés pour des raisons qui tiennent au contexte politique, sans doute. Simplement, j'ai demandé à mon administration de ce que, pour les décrets qui concernent le ministère de l'Intérieur, tout soit réalisé, finalisé, publié avant la fin de cette année. Et ça le sera. Avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année, les décrets qui dépendent de mon ministère. Il y en a qui dépendent, par exemple, du ministère du Travail, de la Santé. Et je veillerai aussi à ce que mes collègues puissent prendre en charge cette rapidité, cette réactivité, parce qu'on ne peut pas comprendre, lorsqu'il y a une loi qui s'applique, il faut que les décrets suivent. Sinon, quand on demande une autre loi. Évidemment. Dans la lutte contre la délinquance du quotidien, Bruno Retailleau, les chiffres ce matin de la grande enquête VRS, vécu et ressenti en matière de sécurité du ministère de l'Intérieur, parlent d'eux-mêmes. Le ressenti sur l'insécurité, je vais donner quelques chiffres rapidement, plus 14% dans son domicile, plus 10% dans les transports. Et puis ce chiffre, 10% des interviewés, c'est comme si c'était une grande enquête. 200 000 personnes interrogées renoncent à sortir de chez eux. C'est une forme de capitulation par rapport à une violence qui devient incontrôlable. C'est une violence qui s'épand sur tout le territoire, c'est une violence qui devient de plus en plus désinhibée et c'est une violence qui touche de plus en plus des jeunes. De plus en plus de jeunes sont des victimes et de plus en plus de jeunes sont des tueurs, sont des auteurs. C'est dramatique. Ça n'est pas seulement une question de sentiment, c'est une réalité. Toutes les 20 minutes, un refus d'obtempérer et tous les jours, au moins 1000 agressions. C'est la raison pour laquelle j'ai réuni les préfets, les policiers, les responsables des départements, les gendarmes à l'école de guerre, dans l'amphi Foch il y a quelques jours, pour leur donner des instructions qui sont claires. Je vais leur donner plus de liberté. Je vais leur dire, écoutez, les préfets de département, les directeurs de la police des départements, les colonels chargés des groupements de gendarmerie des départements, je vais vous donner cette liberté parce que ce qui se passe en Vendée n'est pas sans doute la même chose que s'y passe dans le Val-de-Marne ou ailleurs. Donc vous allez me faire des plans de rétablissement de cette autorité au quotidien. Je vous donne de la liberté, mais en contrepartie,
c'est des résultats que j'attends. Et vous allez vous allez travailler dans ce plan de restauration de l'ordre public au niveau quotidien. Les maires, les élus dans le coup, c'est fondamental. D'ailleurs, vous serez au congrès des maires tout à l'heure. Les maires face à l'insécurité aussi. Bien sûr. Le plan, pardonnez-moi monsieur, le plan d'action c'est pour le 15 janvier. Vous leur donnez plus de liberté pour plus de résultats. Et vous voulez un diagnostic territoire par territoire. Mais qu'est-ce que vous demandez précisément, mis à part des résultats? Qui ciblez-vous? Je cible d'abord ce qu'on appelle les délinquants d'habitude, ceux qui pourrissent la vie des Français. Pour être clair, on a une statistique qui est terrible. Entre 5 et 10% de ces délinquants d'habitude, ce qu'on appelle les multirécidivistes, les multiréitérants, entre 5 et 10% sont à l'origine, causent à peu près au moins 50% des actes de délinquance. Donc moi, ce que je veux, c'est que ces gens-là, on les appréhende, on les mette à l'ombre ensuite. Il faut que la justice fasse son travail. Parce qu'une fois qu'on a une baisse, vous voyez, de 50% des actes de délinquance, on respire un peu plus. Donc on va mieux cibler. Ça ne sert à rien de partir et de se disperser dans tous les sens. Je pense qu'il faut cibler, et c'est ce que je leur demande dans ce plan. Ils connaissent bien le terrain et ils auront des résultats. Et il faut que la justice fasse son travail. On aura noté votre phrase. Il ne sert à rien d'avoir un plan aussi ferme soit-il s'il n'y a pas la composante. Bien sûr. D'abord, on ne peut pas me demander d'avoir des résultats si l'ensemble du continuum, et le continuum de sécurité, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est le ministère de l'Intérieur. Ce sont les élus locaux, avec les polices municipales. Je vais conclure ce matin une table ronde avec des maires, des élus, pour voir comment on peut aller plus loin, pour mieux équiper, pour donner plus de pouvoir aux policiers municipaux. Et puis, il y a la justice. J'étais à Meaux, dans la ville dont le maire est Jean-François Copé, il y a un travail remarquable. Et on voit bien que quand l'État, quand la justice, le procureur, le président du tribunal étaient là, fantastique. Vraiment, c'était remarquable. Et il y a des résultats. Vous parlez justement des polices municipales, ce Beauvau des polices municipales. Ce sondage, Bruno Retailleau, que je vous livre ce matin sur CNews et Europe 1, sondage CSA pour notre chaîne, le JDD Europe 1, 66% des Français estiment qu'il faut systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux. À Poitiers, la maire écologiste fait de la résistance. Il y a un appel à la grève des policiers municipaux qui réclament le droit d'être armés après une énième fusillade. Quel sursaut? Que faut-il faire? Systématiser ce port d'armes? Moi, je suis attaché, puisque j'ai été élu local, à la liberté des élus locaux. Parce que la police municipale exprime le pouvoir de police du maire. Donc c'est au maire de voir et de décider. Mais ce que je dis au maire, et y compris à la maire de Poitiers, c'est qu'aujourd'hui, les policiers municipaux sont confrontés à cette ultra-violence. En les armant, on les protège. Mais en les armant, ça permet de protéger beaucoup mieux nos concitoyens. Encore une fois, j'ai cité l'exemple de Meaux. Je pourrais citer l'exemple de Metz. J'étais chez François Grosdidier, qui est maire de Metz, il y a quelques jours. À chaque fois, vous voyez, il y a des résultats. Donc, il n'y a pas de fatalité. Quand vous avez ce continuum, cette continuité, l'État, les maires, la justice, eh bien, ça fonctionne. Et on obtient des résultats. Alors, sur les peines, faut-il des peines de prison ferme, par exemple, monsieur Retailleau, pour ceux qui menacent de mort des enseignants, des chefs d'établissement? On vient de voir ce qui s'est passé avec la décision de justice autour de celui qui avait menacé le proviseur du lycée Maurice Ravel. 600 € d'amende et un séjour de citoyenneté. Le parquet, il est vrai, a fait appel. Mais est-ce que là, il faut automatiser le passage par la case prison, sachant que nous n'avons pas de peine plancher? Ça reviendra à cela, si vous dites automatisation. Bon, vous y êtes favorable, J'ai toujours été favorable aux peines planchées, mais les peines planchées ne sont pas dans l'arsenal dont dispose la justice. Et vous le regrettez? Très franchement, je le regrette, très franchement. La décision et la sanction, elle est trop légère. J'ai été révolté il y a quelques jours à Marseille. À Marseille, je vais vous donner un autre exemple qui m'a vraiment révolté. Le 11 novembre dernier, deux individus sans doute reliés à la DZ Mafia veulent estorquer des fonds à un commerçant, 8 000 €, et ils tabassent l'employé. Heureusement, nos policiers anticriminalité tombent dessus, comparution immédiate. Malheureusement, ils sont remis en liberté, certes sous contrôle judiciaire. Et ils seront jugés, bien entendu, au mois de janvier. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Le commerçant, lui, qui a dénoncé ces individus, qui sans doute sont reliés à la DZ Mafia, il vit dans quel état aujourd'hui? Est-ce qu'il faut le protéger? Donc il faut vraiment que chacun assume ses responsabilités au mieux. On est dans un état où l'ultraviolence est en train de gangréner nos villes, mais nos campagnes. Il y a le narcotrafic, et ça je suis fondamentalement engagé, parce que là encore, c'est une des causes racines de cette ultraviolence. Quand j'ai posé la question il y a quelques jours, ici même, à votre place, sur CNews et Europe 1, au garde des Sceaux, il m'a dit qu'il n'y a pas de laxisme de la justice. Il n'y en a pas. Non, mais moi, ce que je constate, d'ailleurs, le procureur qui est encore relié, j'espère que ça durera à la chancellerie, au garde des Sceaux, a fait appel de la décision de justice à Marseille. Donc,
Attention, il ne faut pas généraliser. Simplement, moi, parce que j'ai des policiers, des gendarmes qui sont en première ligne, ils ont des familles. Ils risquent gros. Et quand ils arrêtent des individus qui, otages pour les antécédents judiciaires, ont 10, 20, etc., ça les déprime. Voilà. Je ne veux pas qu'ils soient démobilisés. On a besoin de tout le monde, mais je sais que, très franchement, les magistrats font leur travail. Et eux aussi, ils subissent un poids, une contrainte de la lourdeur des procédures. Vous savez, hein, les mafias qui ont d'excellents avocats, ils se faufilent. Plus il y a de complexité dans la procédure judiciaire, plus ça profite, non pas aux plus faibles. C'est pas de l'idéologie. Ah, il peut y avoir de l'idéologie. Il peut y avoir de l'idéologie, ça c'est clair. On le sait très bien. Alors que fait-on? Parce que vous avez quand même le verbe, si je puis dire, haut sur certains sujets par rapport aux mafias. Oui. Allez-y, monsieur Retailleau, vous avez parlé de mexicanisation, qui signifie aussi, puisque rappelons, le poids des mots est important, un système quand même de corruption qui pourrait être généralisé dans les ports, auprès des gardiens de prison, dans nos institutions. Généralisé ne l'est pas encore, mais je l'affirme à ce micro. Il pourrait l'être. La corruption, oui. C'est pour ça qu'on comprenne bien pourquoi je fais de cette cause, de la lutte contre le narcobanditisme, la criminalité organisée, je veux qu'on en fasse une cause et un combat national. Et de ce point de vue-là, avec Didier Migaud, on est parfaitement alignés. Bon. Et avec le Premier ministre Michel Barnier. Ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tous les territoires sont gangrénés. Tous. Le rapport sénatorial a été très très clair. Et on a bien vu qu'un certain nombre de professions, publiques comme privées, commençaient à être atteintes par des phénomènes de corruption. Donc il faut prendre le taureau par les cornes. Il y aura un texte qui sera examiné au Sénat, qui est le fruit d'ailleurs du travail de la commission d'enquête que j'avais moi-même, quand j'étais président du groupe LR au Sénat, diligenté. Eh bien, je crois qu'on va se donner les mêmes instruments qu'on s'est donnés il y a 10 ans avec le terrorisme. C'est la même chose. Moi, je veux que le sursaut que l'on a eu, le réarmement de l'État régalien qu'on a opéré pour lutter contre le terrorisme, cette année, on aura sans doute une petite dizaine d'attentats qu'on aura déjoués. Peut-être que demain, il y en aura. Mais croyez-moi, on n'en est plus du tout au même point. Eh bien, je veux maintenant qu'on réarme l'État aussi et contre la lutte. On peut noter d'ailleurs que dans cette lutte, vous avez à vos côtés peut-être des soutiens inattendus, comme des maires communistes. Je pense au maire communiste de Montreuil, qui a dit qu'il y avait certaines idées positives que vous portiez. Est-ce que vous pourriez aussi, Bruno Retailleau, vous inspirer de certains pays dans le monde? Alors évidemment, il y a un côté autoritaire qu'il faut mettre de côté, voire antidémocratique. Mais par exemple, pourquoi le Salvador a-t-il réussi justement à lutter et à mettre fin à certains trafics dans la ville? J'observe déjà, vous citez le maire de Montreuil, mais je suis persuadé que sur ce texte, sur cette lutte contre la criminalité organisée, on aura une forme d'unité nationale. Combat national, unité nationale. Je l'espère vraiment. Certains sont pour la légalisation du cannabis. Je sais, de la France. Vous voyez, qu'un maire communiste et beaucoup d'autres. J'ai reçu des témoignages de soutien de maires de gauche, vous voyez, sur l'action que je mène, qui est une action de fermeté. Bien sûr, il y a l'exemple que vous citez. Il y a aussi l'exemple italien. Un seul point. On a, par exemple, on sait. Pardonnez-moi, quand vous dites bien sûr l'exemple que vous citez, le Salvador peut-être. Non, l'Italie. L'Italie. Par exemple, le statut des repentis. On sait que. On n'a pas ce statut-là en France. Il le faut parce que c'est comme ça que l'Italie a gagné des points contre les mafias. Un autre exemple. Moi, j'ai un commissaire de police qui a failli être condamné il y a quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un travail avec des indicateurs. Il faut donner un cadre légal. Parce que si nos policiers et nos gendarmes ne peuvent pas travailler avec des indicateurs, jamais on arrivera précisément à porter des coups fatals sur ces réseaux qui sont extrêmement puissants. Alors, vous nous direz tout à l'heure si vous avez les moyens politiques de vos ambitions, Bruno Retailleau. Mais tout d'abord, est-ce que comme le ministre de l'économie, ce matin dans le Parisien, Antoine Armand, eh bien vous dites au Premier ministre, attention à l'impôt de trop? Non, mais bien sûr. J'ai toujours. C'est quand même une pression sur le Premier ministre. C'est pas une pression. Simplement, Michel Barnier, en 15 jours, il a dû faire un des budgets les plus exigeants qu'on ait jamais fait sous la Ve République. Jamais. Vous le qualifiez d'exigeant ou vous le qualifiez d'équation totalement insoluble? Exigeant. C'était insoluble. Et la copie, elle n'est pas parfaite. C'est même pas moi qui le dis. J'utilise les mots mêmes du Premier ministre. On est bien conscient. 2 tiers d'économie, 1 tiers de dépenses. Est-ce que tout cela nous réjouit? Eh bien, non. Simplement, si ça n'était pas ça, c'était la crise financière. On va voir dans quelques jours, une grande agence de notation va donner une note en matière de dette française. Mais croyez-moi, si Michel Barnier n'avait pas eu ce courage de prendre là encore le taureau par les cornes et d'avoir un budget très 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 exigeant, la crise financière. J'ai regardé ce qu'il en avait été en Grèce. C'est moins 20 à moins 50% pour les retraites publiques
ou privés. C'est une baisse de salaire qui touche les plus petits salaires de moins 15 à moins 20 à moins 30%. Donc s'il ne passe pas à crise financière, hier, le ministre des... Ah mais n'en doutez pas. Les Affaires étrangères a affirmé sur ce plateau que si Marine Le Pen votait la motion de censure, ce serait la chienlit. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas quand on voit la crise politique, c'est la crise politique, mais c'est immédiatement la bascule dans une crise financière. C'est vous le chaos, monsieur le ministre de l'Intérieur ? Ça n'est pas ça du tout. Mais ce que je peux dire, et je l'affirme à ce micro, c'est que demain, si le gouvernement tombait sur le budget, il y aurait immédiatement une crise financière. Et les mécanismes de crise financière, je les ai étudiés, on voit comment ça se passe. Ne croyez pas que la France soit exempte, justement, et puisse être à l'écart de tout cela. Crise financière et crise de régime ? Crise financière et crise politique. Mais vous savez que la dissolution... De régime ou politique, oui. De régime et politique. Pourquoi ? Parce que la dissolution, on ne peut en faire une nouvelle... Oui. Que dans un an, enfin, qu'à l'été prochain, avec des élections au mois de septembre. Ça sert à quoi de faire tomber un gouvernement sur un budget ? Ça sert précisément à mettre le chaos financier. À bon entendeur, Marine Le Pen. C'est-à-dire Marine Le Pen, si elle appuie sur le bouton, elle met le chaos, c'est elle qui serait comptable de la situation financière. Et moi, je respecte mais chacun sa propre politique. Mais faire tomber le gouvernement, très bien. Pour mettre un Premier ministre de gauche, pour mettre à ma place... Madame Panot, comme ministre de l'Intérieur, c'est ce que veut le Rassemblement national ? Faire tomber un gouvernement où il y a des gens de bonne volonté, c'est l'union des bonnes volontés. Tout n'est pas parfait, j'en suis parfaitement conscient. Mais les Français nous ont donné une situation qui est compliquée, il n'y a pas de majorité au Parlement. Et vous avez imprimé votre marque, Bruno Retailleau, au ministère de l'Intérieur. Votre nom est désormais cité comme potentiel présidentiable. Reste à savoir si vous aurez les moyens de vos ambitions. Si tel n'était pas le cas, est-ce que vous assumeriez de dire « je ne peux pas agir comme je le souhaite, je ne peux pas tenir les promesses que j'ai faites notamment sur CNews et Europe 1 ce matin, je quitte donc mes fonctions ». Ah non, mais je pense que la règle est claire. Je crois que quand Michel Barnier m'a choisi pour ce poste qui est un poste très exigeant, très, très difficile, de Beauvau, il a choisi un style, il a choisi des convictions, il a choisi un homme. Chacun sait que je n'ai jamais reculé sur mes convictions. Chacun sait, et vous l'imaginez, que si demain... on m'entravait, et si demain on me demandait ou on m'imposait des contraintes qui rendraient impossible la politique, le cap que le Premier ministre lui-même m'a donné d'ailleurs, j'en tirerais les conséquences, évidemment. N'êtes-vous pas en train de préparer les conditions de votre départ ? Mais non. Ne vaut-il pas mieux partir seul, choisir son départ, que partir emporté par une motion de censure ? Je veux démontrer... Non. Très franchement, d'abord, vous avez parlé de la présidentielle. Moi, ma force, c'est ma liberté. Moi, je ne suis pas dévoré par le virus de la présidentielle. C'est ce qu'on dit au début. Je ne suis pas dans le coup d'après, ce qui me donne une forme de force et de liberté. Une anomalie alors dans la classe politique, monsieur peut-être, Retailleau. mais en tout cas, je suis là pour accomplir une mission. Pour moi, la politique, c'est un idéal. Voilà, c'est un idéal. Cet idéal, je m'y consacre. Et je veux montrer, et je le montrerai, si j'ai du temps, je le montrerai, que la politique, elle peut faire quelque chose aujourd'hui. Si vous avez du temps, vous avez tout dit. Est-ce qu'il y a des lignes rouges ? Je pense par exemple, et on connaît vos convictions depuis très longtemps sur l'euthanasie, sur le suicide assisté. Si le gouvernement ne tombe pas avant, est-ce que vous pourriez rester au sein d'un exécutif qui fait passer une telle loi ? Un projet de loi, ça me poserait des questions. C'est clair. Des questions existentielles, j'y suppose. Des questions qui sont importantes. Encore une fois, j'ai des convictions et qu'on ne me demande pas de les changer. Je me suis déjà exprimé à multiples reprises. Je pense que l'objectif et la priorité, ça doit être de permettre aux Françaises, au moment où ils vont mourir, de les soulager. Mais on peut les soulager avec des soins palliatifs. C'est ce que je veux. Et je pense que le gouvernement serait bien inspiré d'avoir un grand plan massif de déploiement des services de soins palliatifs, parce qu'il y a, au moment où je vous parle, 20 départements qui en sont privés, des centaines de personnes qui vont mourir sans qu'on puisse soulager la douleur. C'est ce que moi je veux. Et je pense que l'euthanasie est une mauvaise solution. Qui est le chef de la droite aujourd'hui, monsieur Retailleau ? Vous serez demain en déplacement avec Laurent Wauquiez. Évidemment, cette image va beaucoup faire parler. Ah, je suis très heureux de me rendre en Haute-Loire. Exactement. Ma question, c'est qui le chef chez de la Laurent, droite Laurent Wauquiez est le patron de notre groupe LR à l'Assemblée nationale. Et qui est le patron du patron ? Le patron du patron, aujourd'hui, il y a un parti qui n'a pas de président. Vous savez pourquoi ? Mais je pense que Laurent peut jouer à l'avenir un rôle important. Et vous aussi ? J'imagine que les Français vous voient comme candidat potentiel et présidentiable
Ça doit aussi... Non, je ne suis pas sûr qu'ils me... Moi, les Français, j'en suis sûr, parce que je suis moi-même surpris du soutien de mes mesures de fermeté. Parfois, j'ai pu créer des polémiques, je m'en fiche. C'est en fait, en réalité, ce que pensent par bon sens les Français. Un homme d'action, donc. Totalement. Je veux démontrer que la politique n'est pas impuissante, qu'on peut bousculer la fatalité. Et ça, c'est fondamental. Qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, on devra essayer de croire encore à la politique. Pour croire en la politique, il faut des actes et des résultats. Mais j'en aurai, si on me donne du temps. Merci, monsieur Retailleau. C'était votre grande interview. Je vous dis à bientôt sur CNews. Merci.